Midi pile, 10 septembre 2025. Sous un soleil d'automne qui tombait trop tôt sur la saison, la cour de Matignon ressemblait à une scène de théâtre grandeur nature. Les objectifs des caméras braquées sur ce perron chargé d'histoire attendaient. Combien de fois ces quelques marches avaient-elles vu se jouer des tragédies politiques? Et pourtant, ce jour-là, personne, je dis bien personne, n'imaginait ce qui se préparait dans les 7 minutes à venir. Sur le perron, François Bayrou. Un sourire indéchiffrable flottait sur son visage. Il attendait celui qui allait prendre sa place, mais il n'était pas venu en vaincu. Non. Pendant les 48 heures qui avaient suivi sa chute, une chute historique, il faut le rappeler, il avait bâti quelque chose. Un scénario, un mécanisme, un piège. Ce qu'il ignorait, c'est que, de l'autre côté, Sébastien Lecornu avait déjà tout lu, tout anticipé, et qu'il s'apprêtait non pas à esquiver ce piège, mais à le retourner en une démonstration de puissance dont la France parlerait pendant des semaines. Revenons 24 heures en arrière. À l'Élysée, dans les couloirs où les murmures remplacent souvent les cris, deux hommes se font face. Emmanuel Macron, les traits tirés, marqués par des mois de crise à répétition, et en face de lui, son ministre de la Défense le plus loyal. Les lustres du bureau présidentiel jettent une lumière vacillante sur les portraits accrochés au mur, tous ces anciens présidents qui silencieusement semblent observer la scène. Sébastien, tu mesures bien ce que François va tenter demain. Le regard bleu du président ne lâche pas son interlocuteur une seconde. Lecornu lui ne répond pas tout de suite. Debout près de la fenêtre, il fixe les jardins plongés dans l'obscurité, les grilles du palais au loin. Et il pense à eux, à ces millions de Français épuisés à bout lassé d'un système politique qui titube de crise en crise. Il va essayer de me piéger. La voix est posée, trop posée presque pour le poids du moment. Il va livrer un long discours, émotionnel, avec des références à son courage, à ses convictions. Il va se mettre en scène en martyr de la République. Macron hoche la tête doucement. Lui, il connaît Bayrou. Il l'a connu allié, complice même pendant des années. Mais en politique, les vieilles amitiés pèsent toujours moins lourd qu'une stratégie bien pensée. François est à vif, reprend le président. 364 députés ont voté contre lui. C'est du jamais vu sous la Ve République un premier ministre qui perd un vote de confiance qu'il a lui-même déclenché. Ne t'attends pas à ce qu'il sorte sans se battre. Lecornu se retourne lentement. Son visage reste un masque. 39 ans. Dans quelques heures, il deviendra le 5e premier ministre d'Emmanuel Macron en moins de 2 ans. Un record, mais un record qui ne raconte pas une force, non. Il raconte l'effondrement collectif d'un système politique à bout de souffle. Monsieur le Président, la voix est ferme. J'ai passé 3 ans à la tête de la défense pendant la pire crise sécuritaire qu'ait connue l'Europe depuis des décennies. Alors, François Bayrou, pendant 7 minutes sur le perron de Matignon, je pense que je peux gérer. Mais ce que ni le président ni son futur premier ministre ne pouvaient soupçonner à cet instant précis, c'est qu'à quelques kilomètres de là, dans un appartement parisien du 7e arrondissement, François Bayrou était déjà en train de polir son coup de théâtre mot après mot. Imaginez la scène. 74 ans, un visage creusé par 9 mois d'une bataille parlementaire qui aurait usé n'importe qui. Et pourtant, il est là penché sur ses notes, celles qu'il a griffonnées dans la soirée. C'est la 10e fois qu'il les relit, la 10e, parce qu'il sait, lui, que tout va se jouer sur quelques phrases. Sa stratégie simple à première vue, redoutable en réalité. Il allait prononcer un discours qui en surface respirerait la générosité. Il tendrait la main à son successeur, il lui promettrait son aide. Il parlerait de rassemblement d'inventions. Un discours que n'importe quel téléspectateur trouverait élégant, noble même. Sauf que chaque mot, chaque virgule, chaque inflexion avait été calibrée pour enfermer Lecornu dans une position intenable. Le principe se posait en sage qui transmet le flambeau aux jeunes impétueux. Créer sans le dire une hiérarchie morale. Lui le mentor bienveillant, l'autre l'élève qui manque encore d'expérience. Aider, rassembler, inventer. Il murmure ces 3 mots pour lui-même comme un comédien qui répète sa réplique. 3 verbes, 3 armes, aider pour laisser entendre sans le dire que son successeur allait en avoir grand besoin. Rassembler pour rappeler au passage que lui-même avait essayé, qu'il avait échoué, mais face à une opposition déraisonnable, pas par sa faute à lui. Inventer, et c'est peut-être le plus subtil pour insinuer que les vieilles méthodes de Macron, celles dont Lecornu était devenu l'incarnation pure, ne marcheraient jamais. Le piège était mathématique.
Il était parfait. Vous voyez la beauté cruelle de la chose. Si le cornu acceptait l'aide tendue, il apparaissait faible. S'il la refusait, il apparaissait arrogant. Dans les deux cas, entendez-moi bien, Bayrou gardait une influence, une voix, une place dans le débat public. Et surtout, il ne disparaîtrait pas comme Michel Barnier, son prédécesseur immédiat, dont plus personne ne parlait déjà. Non, pas lui. François Bayrou comptait bien rester, quoi qu'il arrive, une figure qu'on ne peut pas contourner dans la vie politique française. Sauf que, et c'est là que toute l'histoire bascule à ce moment très précis dans un petit appartement de Normandie. Cette Normandie où il avait grandi, Sébastien Lecornu travaillait à quelque chose de radicalement différent. Il faut être honnête, Lecornu n'a jamais été un orateur flamboyant. Il n'a pas cette éloquence des vieux briscards de la politique, ceux qui peuvent discourir pendant des heures sans vraiment dire grand-chose. Il n'a pas ce verbe-là. Mais il a autre chose, une capacité à aller droit au but, une économie de mots qui, dans le contexte actuel de la France, une France saturée de discours creux, pouvait se transformer en arme redoutable. Pas de grands discours, 4 mots. Jetés sur une feuille blanche, ces 4 mots allaient devenir le cœur de sa réponse, le noyau dur de sa riposte. Pendant que Bayrou ciselait des paragraphes entiers, pendant qu'il sculptait ses phrases comme un orfèvre, Lecornu préparait l'inverse. Des phrases courtes, des phrases percutantes, des phrases qui, par leur brièveté, même allaient faire un contraste brutal avec toute la verbosité habituelle de la politique française. 2 hommes, 2 stratégies, 2 philosophies. Et entre eux 7 minutes qui allaient tout décider. Le matin du 10 septembre, Paris ouvre les yeux sous un ciel indécis, ni vraiment gris, ni vraiment clair, un ciel à l'image du pays en somme. Et déjà, dans plusieurs quartiers de la capitale, des silhouettes commencent à se rassembler. Ce sont les manifestants du mouvement Bloquons tout. Vous vous souvenez de ce mouvement, il était né pendant l'été sur les réseaux sociaux. Une de ces vagues qui partent d'un hashtag et finissent par menacer de paralyser un pays entier. Leur promesse bloquait la France. Leur colère contre l'austérité, contre Macron, contre le système tout entier. Passe un morceau du système à réformer le système pointe. Pour faire face, le gouvernement avait déployé 80 000 policiers, 80 000, sur tout le territoire. Imaginez une seconde ce chiffre. L'atmosphère ce matin-là n'était pas tendue, elle était explosive, 11h30. Une voiture noire vitre teintée s'engage dans la cour de Matignon. À l'intérieur, François Bayrou. Dehors, les manifestants, encore peu nombreux à cette heure matinale, scandent déjà des slogans hostiles. « Bayrou démission » crient certains. Le problème, c'est qu'il n'était déjà plus Premier ministre. L'ironie de la scène n'a échappé à personne. À l'intérieur, dans les salons feutrés de Matignon, a lieu le dernier entretien entre les 2 hommes. 50 minutes. Personne, et quand je dis personne, je veux dire personne ne sait exactement ce qui s'est dit pendant ces 50 minutes. Les seules présences dans la pièce, les 2 hommes et un huissier discret qui a apporté du café. Mais on sait par des sources proches du dossier, par les murmures des couloirs, que la discussion a été tendue. Bayrou a tenté et insisté pour expliquer pourquoi son budget avait échoué, pour expliquer pourquoi les députés l'avaient trahi, pour expliquer pourquoi vraiment les circonstances étaient exceptionnelles, que ce n'était pas sa faute, que c'était le contexte. Et en face, Lecornu écoutait, poliment. Il prenait peu de notes, il posait peu de questions, et son silence même disait tout. Il disait « J'entends, je ne discute pas, je ne m'engage pas non plus. » Midi pile. Les 2 hommes franchissent les portes et avancent dans la cour. Derrière les barrières, les journalistes se pressent les uns contre les autres pour ne rien manquer. Toutes les grandes chaînes françaises sont là, les chaînes généralistes, les chaînes d'information en continu. Toutes. Chacune a interrompu ses programmes pour cette passation de pouvoir. François Bayrou avance le premier vers le pupitre dressé sur le perron. Costume sombre, cravate bleue. Et sur son visage ce mélange si particulier de gravité et de sérénité qu'il a passé 50 ans de vie politique à perfectionner. 50 ans, ça ne s'improvise pas. Il inspire profondément et il commence à parler. Monsieur le Premier ministre, il se tourne légèrement juste ce qu'il faut vers Lecornu. Nous voici à un moment très important, très exigeant et très dangereux pour la France. Écoutez bien les premiers mots qui viennent d'être posés. Important, exigeant, dangereux. 3 adjectifs,
3 adjectifs soigneusement choisis qui ne sont pas là par hasard. Ils sont là pour une seule raison dramatisée. Pour installer dès la première phrase l'idée que la tâche qui attend son successeur est colossale. Peut-être trop grande pour lui. À ce moment, il y a 3 mots qui me viennent, continue-t-il, et sa voix adopte cette tonalité professorale, cette voix de maître d'école, qu'il connaît si bien. Aider, rassembler, inventer. Voilà. Le piège vient d'être posé sur la table devant des millions de téléspectateurs sans que personne ou presque ne le comprenne sur le moment. Aider. Premier mot. Lancer comme une main tendue. Mais en politique, une main tendue est rarement innocente. Celui qui offre son aide se place par définition au-dessus de celui qui la reçoit. C'est une affirmation de supériorité déguisée en générosité. Mon aide et notre aide vous sont acquises, précise-t-il aussitôt. Vous avez entendu ce « notre », il ne parle plus seul. Il parle pour son équipe, pour son parti. Il se construit en bloc, un bloc de sagesse, un bloc d'expérience, face sous-entendu à un nouvel arrivant encore vert, rassemblé. Deuxième mot, et celui-là, il est beaucoup plus fin qu'il n'en a l'air. En prononçant ce mot, il renvoie implicitement à sa propre tentative, sa tentative ratée. Il dit entre les lignes « Moi, j'ai essayé de rassembler ». Mais face à quoi? Face à des forces politiques trop divisées, trop intransigeantes. Traduction honnête de ce sous-texte. Si j'ai échoué, ce n'est pas par incompétence, c'est parce que la mission était de toute façon impossible. Oh, joli nom, très joli. Inventé. Troisième mot, et le plus redoutable des 3. Je ne crois pas que nous allons demeurer un pays dans lequel on refuse de voir le réel, déclare-t-il. Je crois que nous devons inventer le monde nouveau qui s'impose, mais le faire à partir de la réalité. Arrêtons-nous là une seconde. Relisez cette phrase. Refuse de voir le réel. Qui refuse de voir le réel selon lui? Ce n'est pas dit, mais tout le monde comprend. C'est Macron, c'est son camp, c'est Lecornu, debout à côté de lui, incarnation même de cette ligne politique. La critique n'est même pas voilée, elle est à peine masquée sous un vernis de sagesse. Lui, Bayrou, serait l'homme du réel, du pragmatisme, du bon sens paysan. Les autres, des idéologues perdus dans l'abstraction. Le discours dure près de 4 minutes. 4 minutes. 4 minutes pendant lesquelles il se peint lui-même en homme d'État courageux, lucide, prêt à continuer de servir malgré l'injustice qu'on lui a infligée. Un martyr républicain. C'est exactement l'image qu'il voulait imprimer. Et il termine évidemment sur une note d'optimisme calculée, millimétrée. Je ne crois pas une seconde que notre pays va rester éternellement dans les divisions, les injures, la violence. Beau, élégant et parfaitement construit pour enfermer son successeur dans un rôle qu'il n'a pas choisi. Et puis, il se tait. Il se tourne vers Lecornu. Un léger sourire flotte sur ses lèvres. Le piège vient d'être refermé, ou du moins il le croit. Réfléchissez une seconde avec moi. Réfléchissez à la position dans laquelle vient d'être placé le nouveau Premier ministre. Si Lecornu répond en acceptant l'aide avec gratitude, que se passe-t-il? Il apparaît subordonné. Le petit jeune qui remercie le vieux sage. S'il se lance dans un long discours pour se justifier, pour expliquer sa vision, pour détailler son programme, que se passe-t-il? Il tombe exactement dans le même piège que Bayrou, celui de la classe politique française, qui parle beaucoup trop pour ne rien dire au final. Aucune porte, 2 murs, c'est exactement ce que Bayrou a construit. Sébastien Lecornu avance alors vers le pupitre. Et là, regardez bien, le premier contraste saute aux yeux. Là où Bayrou avait soigneusement déplié des notes, étalé ses papiers, préparé son pupitre comme un professeur, son bureau, Lecornu n'a rien, rien du tout, pas une feuille, pas une fiche, pas un mot écrit, juste lui. Un costume gris sobre, presque modeste, volontairement modeste. Et cette expression déterminée qui semble ne jamais quitter son visage. Il regarde Bayrou d'abord, puis les caméras, puis à nouveau Bayrou. Le silence dure 3 secondes, 3 secondes, peut-être 4. Mais pour les journalistes massés derrière les barrières, pour les millions de téléspectateurs qui retiennent leur souffle, ces 3 secondes ressemblent à une éternité. Et puis il parle. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs. La voix est claire, ferme, pas tremblante, pas hésitante. Et puis vient la phrase, celle qui déjà change tout. Je ne vais pas faire de grands discours. Le premier coup vient d'être porté. Et quel coup? Pas de grands discours. 5 mots. 5.
Et pourtant, c'est une réponse directe, presque brutale à toute la prolixité que Bayrou vient d'étaler pendant 4 minutes. Mais attention, ce n'est pas juste une réponse à Bayrou. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est un message envoyé par-dessus la tête de son prédécesseur à 67 millions de Français. Le message est simple, l'ère des belles paroles est terminée, finie. Cette instabilité et la crise politique et parlementaire que nous connaissons commandent l'humilité et la sobriété, continue-t-il. Humilité, sobriété, 2 mots, 2 qualités. Et ces 2 qualités, sans jamais les nommer frontalement, il suggère qu'elles ont cruellement manqué au gouvernement qui vient de tomber. Le nouveau Premier ministre, c'est exactement ce qu'il fait. Chaque mot, j'insiste, chaque mot est une pierre jetée discrètement mais précisément dans le jardin de son prédécesseur. Je remercie évidemment le président de la République pour sa confiance, dit-il. Formule classique, on coche la case. Puis il se tourne vers Bayrou. Et là, attention, ce qui suit est un chef-d'œuvre de diplomatie meurtrière. Mais je veux surtout non seulement vous remercier pour cette aide que vous me proposez, et que je ne refuse pas et pour cause, mais surtout, je veux saluer l'extraordinaire courage avec lequel vous avez défendu vos intimes convictions de militants et de citoyens jusqu'à cette dernière minute à Matignon. Relisez cette phrase, relisez-la lentement, parce que tout, absolument tout, est dans le choix des mots. Extraordinaire courage, ces 2 mots-là, ils résonnent dans la cour de Matignon comme une gifle diplomatique, une claque administrée dans un gant de velours. En apparence, un compliment, un hommage, un geste élégant du successeur envers le prédécesseur, en réalité dévastateur, absolument dévastateur. Réfléchissez une seconde, qu'est-ce que le Cornu vient de faire exactement? Il vient de qualifier le mandat de Bayrou en termes de courage, pas en termes de résultat. Relisez ça, courage, pas résultat. C'est la formule la plus élégante, la plus polie qui existe en politique pour dire « vous avez essayé courageusement, mais vous avez échoué ». Exactement ça. Traduit en langage non diplomatique, c'est exactement ça. Et ce n'est même pas le plus cruel. Vos intimes convictions de militants et de citoyens. Écoutez bien cette formulation. Militant, pas homme d'État, pas leader national. Militant. En un mot, le Cornu vient de ranger Bayrou dans une catégorie très précise, celle des idéologues. Celle des hommes qui défendent leurs convictions personnelles avant de défendre l'intérêt général. C'est subtil. Tellement subtil que pour le grand public, la nuance passe presque inaperçue. Mais dans le microcosme politique parisien, dans ces couloirs où l'on décrypte chaque virgule, le message est cristallin, limpide. Et Bayrou, lui, il a senti passer le coup. Son sourire se fige, imperceptiblement pour les caméras, mais visiblement pour ceux qui observent de près. Il vient de comprendre en temps réel que le jeune homme qu'il pensait dominer est en train de le démolir. Méthodiquement, phrase après phrase. Scalpel en main. Je crois moi aussi à une forme de justice qui fait qu'un jour tout cela sera reconnu, ajoute le Cornu. Et je le dis comme étant aussi votre cadet, monsieur le Premier ministre. Votre cadet. Le coup de grâce vient d'être porté. Et il est générationnel. Parce que cadet, ce n'est pas juste un mot gentil pour dire plus jeune, c'est un positionnement. En se présentant comme le cadet, le Cornu installe l'air de rien un rapport au temps, un rapport au renouvellement. Bayrou, c'est le passé. Le Cornu, c'est l'avenir. Et le plus redoutable dans tout cela, le plus redoutable vraiment, c'est que tout est prononcé avec une politesse irréprochable, avec une déférence apparente. C'est précisément cette politesse qui rend l'attaque d'autant plus efficace. On ne peut même pas lui reprocher un manque de respect. Tout est dans la forme et la forme est parfaite. Puis le Cornu passe à la deuxième partie. Et c'est cette deuxième partie qui va faire les gros titres pendant des jours entiers. La deuxième des choses, c'est de dire aux Françaises et aux Français qu'on va y arriver. On va y arriver. 4 mots, 4, simple, direct, rassurant. Arrêtons-nous sur ces 4 mots parce qu'ils sont beaucoup plus importants qu'ils n'en ont l'air. Après des mois d'instabilité de gouvernement qui tombent les uns après les autres, de budgets rejetés, voilà, enfin, quelqu'un qui dit simplement sans fioriture, sans condition, on va y arriver. Pas de « si les députés coopèrent », pas de « si les circonstances le permettent », pas de « si l'opposition accepte de dialoguer ». Non, juste une affirmation, claire, nette, sans astérisque, sans petite ligne en bas de page. « Je suis persuadé qu'il n'y a pas de chemin impossible », continue-t-il. Pas de chemin impossible.
Et là, encore une fois, il faut s'arrêter, parce que cette phrase est une réfutation directe frontale de tout le discours que Bayrou a porté pendant 9 mois. 9 mois. Pendant 9 mois, Bayrou a expliqué pourquoi c'était difficile, pourquoi les parlementaires ne comprenaient pas, pourquoi le contexte était défavorable, pourquoi la situation était exceptionnelle. Le Cornu, lui, il dit autre chose. Il dit « Les obstacles existent. Je ne les nie pas, mais ils sont surmontables. » Et en quelques phrases, il vient de changer la grammaire politique française. Et puis vient le moment que personne, vraiment personne ne va oublier, celui qui dans quelques secondes va faire trembler les fondations même de la politique française. Le Cornu se redresse légèrement. Un geste infime, presque imperceptible. Il plante son regard dans celui de Bayrou droit dans les yeux, pas à côté, pas au-dessus. Et il prononce les mots qui vont tout changer. Il va falloir changer. La voix monte en intensité. On sent qu'on entre dans le cœur de ce qu'il est venu dire. Être sûrement plus créatif, parfois plus technique, plus sérieux dans la manière de travailler avec nos oppositions. Arrêtons-nous une seconde, décortiquons, parce que c'est de la chirurgie de haute précision. Plus créatif, plus technique, plus sérieux. 3 adverbes. 3. Et ces 3 adverbes lus en positif dessinent un programme. Mais lus en négatif, et croyez-moi, dans le microcosme politique parisien, tout le monde les a lus en négatif, ils dessinent un portrait. Le portrait de qui? Du gouvernement qu'il est en train de remplacer. Pas assez créatif, pas assez technique, pas assez sérieux. C'est un massacre en règle, un massacre méthodique, froid chirurgical déguisé, et c'est le plus beau en programme politique. Et il n'en a pas fini, loin de là. Il va falloir des ruptures. Et là, mesdames, messieurs, le mot tombe comme un coup de tonnerre dans la cour de Matignon. Rupture. Il faut comprendre la charge de ce mot en français politique, parce que rupture, ce n'est pas un mot neutre, ce n'est pas un synonyme poli de changement. Non. En politique française, ce mot a une histoire. C'est le mot qu'un certain président avait utilisé en 2007 pour signaler qu'il voulait tout casser. C'est le mot que tout politicien sort de son chapeau quand il veut dire, sans le dire, ce qui a été fait avant moi n'allait pas. On remet à zéro. Et c'est exactement dans ce sens-là que le Cornu l'emploie. Et pas que sur la forme, continue-t-il, la voix se faisant plus ferme encore, et pas que dans la méthode des ruptures, aussi sur le fond. Et voilà. C'est dit. Pensez à ce qui vient de se produire physiquement dans cette cour. Debout à côté de lui, François Bayrou, qui vient de faire ses adieux, doit assimiler en direct devant les caméras du monde entier ce qui vient de lui être servi. Le message brutal, limpide, sans appel, tout ce qui a été fait jusqu'ici, et quand je dis tout, je veux dire tout, pas seulement par Bayrou, mais aussi par son prédécesseur immédiat, celui dont on ne parle déjà plus, et peut-être même par les gouvernements d'avant, tout cela est déclaré insuffisant. Tout doit être remis en question. Sur la forme d'accord, on pouvait s'y attendre, mais sur le fond, mesdames, messieurs, c'est autre chose. Sur le fond, c'est une déclaration de guerre. Une déclaration de guerre lancée sur le perron de Matignon à toute une manière de faire de la politique. À cette politique qui parle, qui explique, qui contextualise, qui justifie, mais qui ne produit plus de résultats. Et celui qui reçoit cette déclaration de guerre, c'est celui-là même qui l'incarnait. 2 minutes 30, c'est la durée exacte du discours de Le Cornu. 2 minutes et demie à mettre en face des 4 minutes de Bayrou. Presque moitié moins de temps. Mais dans ces 150 secondes, le nouveau Premier ministre vient de démonter méthodiquement, pièce par pièce, le piège que son prédécesseur avait passé 48 heures à construire. Et regardez ce qu'il a fait. Ou plutôt regardez ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas répondu point par point. Il ne s'est pas engagé dans une joute verbale. Il n'a pas cherché à démontrer qu'il avait raison. Non. Il a fait quelque chose de beaucoup plus fort. Il a simplement énoncé des faits, fixé un cap, affirmé une détermination. Rien de plus, rien de moins. À côté de lui, Bayrou est là, toujours là, le visage fermé, le sourire, celui-là même qui flottait sur ses lèvres quelques minutes plus tôt, a complètement disparu, évaporé. Il vient de comprendre ce qui s'est joué. Son plan pour rester influent, pour se poser en mentor du nouvel arrivant,
Pour rester une voix qui compte dans le débat public, ce plan vient d'être pulvérisé. Pulvérisé, parce que Le Cornu n'a pas accepté l'aide, mais il n'a pas été arrogant non plus en la refusant. Il a fait quelque chose de beaucoup plus intelligent, de beaucoup plus fort. Il a changé le sujet de la conversation. Voilà. C'est ça la clé. Il a refusé les règles du jeu que l'autre lui imposait et il a imposé les siennes. La passation se termine par une poignée de main, brève, formelle, devant les caméras, puis les deux hommes rentrent à l'intérieur de Matignon pour les dernières formalités administratives. Et là, c'est là que tout commence vraiment. Parce que dans les minutes qui suivent, les réseaux sociaux explosent. Littéralement, explosent. Sur Twitter, un hashtag se met à grimper vertigineusement jusqu'à devenir un sujet tendance en quelques minutes, jeune rupture Le Cornu. Les commentateurs politiques, d'abord déconcertés, oui, déconcertés par la brièveté du discours, commencent à revenir dessus, à le relire, à en analyser chaque mot, chaque silence, chaque intonation. Il vient de donner une leçon de communication politique, tweet un éditorialiste. En 2 minutes 30, Le Cornu a fait ce que d'autres n'arrivent pas à faire en 2 heures. Sur une des grandes chaînes d'information, continue un journaliste souligne un détail qui, franchement, n'avait échappé qu'aux plus attentifs. Remarquez comme il n'a jamais dit « j'ai ». Il a dit « on va y arriver, il va falloir ». C'est du collectif. Et c'est vrai. Allez relire la transcription. Aucun jeu triomphant, aucun ego étalé. Que du collectif. Sur toutes les chaînes, les experts décortiquent la séquence. Chaque geste, le regard direct, l'absence de notes, la posture droite mais pas rigide, tout, absolument tout avait été pensé pour projeter une image précise, compétence tranquille, détermination sans arrogance. Une image qui, dans la France fatiguée de 2025, vaut de l'or. Et puis il y a cette phrase sur les ruptures sur le fond. Les analystes politiques comprennent immédiatement la portée. Ce n'est pas qu'un changement de méthode, non. Le Cornu vient d'annoncer implicitement, mais de façon limpide, qu'il ne se contentera pas d'atteindre les mêmes objectifs avec des méthodes différentes. Il vise des objectifs différents. Dans les bureaux du Parti socialiste rue de Solferino, le patron du parti observe la scène à la télévision. Mélange d'intérêt et de méfiance. Des ruptures sur le fond, murmure-t-il. Voyons voir si c'est sincère ou juste du marketing politique. Au siège du Rassemblement national, le jeune président du parti prend des notes. Il a 30 ans. Et il reconnaît chez Le Cornu quelque chose qu'il comprend très bien, l'art de la rupture générationnelle. Quelques minutes plus tard, il publie un communiqué. Le message est cinglant. Soit il y a rupture, soit il y aura censure. Traduction. Le Cornu a promis du changement, on le jugera sur ses actes, pas sur ses mots. Pendant ce temps, à l'intérieur de Matignon, une autre scène se joue. Plus silencieuse, plus intime. Bayrou fait ses adieux à son équipe. Certains ministres ont les larmes aux yeux. D'autres affichent une colère contenue, une colère rentrée. Tous sans exception, sentent qu'ils viennent d'assister à quelque chose d'inhabituel. « Il nous a humiliés », murmure un conseiller à son voisin. Et son voisin, un vieux briscard de la politique, quelqu'un qui a vu passer 5 présidents, lui répond « Non ». Il a été poli, respectueux même, mais il a été d'une clarté brutale. Et ça, tu vois, c'est pire qu'une humiliation. Ça, c'est une mise à l'écart. Bayrou lui garde le silence. Son visage est devenu un masque, impénétrable. Il serre des mains, fait des embrassades formelles, puis monte dans sa voiture officielle pour la dernière fois. Direction sa mairie de Pau dans le sud-ouest, là où il est encore élu, là où il reste quelqu'un, la voiture démarre, elle franchit les grilles de Matignon et François Bayrou disparaît de la scène nationale aussi brutalement qu'il y était apparu 9 mois plus tôt. 9 mois. C'est tout ce qu'il aura duré. Arrivé comme un sauveur, reparti comme un vaincu. Pendant ce temps, à l'intérieur de Matignon, Sébastien Le Cornu ne perd pas une seconde. Il est déjà au travail. 14h30, premier rendez-vous, le chef des députés du parti présidentiel.